Radio Fréquence Méditerranée. Il est 16h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook, Radio Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 16h et oui, vous n'êtes pas habitués à nous entendre à cette heure-ci. 16h, c'est un petit peu tôt pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, mais vous avez bien compris qu'en ce moment, à cette période de couvre-feu et crise sanitaire, c'est toujours assez compliqué de faire de la radio et surtout faire du direct avec des invités. Et en parlant d'invités aujourd'hui, donc je vous rappelle bien sûr pour tous ceux qui nous écoutent sur le 96.6 et le www.fmradio.fr que vous pouvez venir nous voir nos jolis visages en live Facebook puisqu'on est aussi en direct vidéo. Voilà, on est parti pour 1 heure d'interview et aujourd'hui je suis heureux et fier de recevoir le directeur de la mission locale Est 06, monsieur Zied Essid. Bonjour Zied. Bonjour. Voilà, super content de te recevoir. Ça faisait un petit moment qu'on devait se voir. Ça y est, il est là. On a réussi à caler un interview et un rendez-vous. Vous allez comprendre après pourquoi c'est assez compliqué de l'avoir avec nous. Et puis accompagné bien sûr de mon équipe aujourd'hui avec mon petit bébé de service. C'est monsieur Jimmy. Salut Jean-Luc. Salut Jimmy. Avec lui le barbu de service. Je l'appelle toujours JB le Perché. C'est JB le Perché. Salut JB. Salut voilà. tout le monde. Salut et puis voilà aussi le chroniqueur Émeric qui est avec nous aujourd'hui. Ils sont venus avec moi pour lui poser aussi des questions. Et je vous disais donc nous allons découvrir aujourd'hui pour cette première émission qui est le directeur de la mission locale S06. Son parcours, sa mission au sein de la mission locale. Ces projets à court et long terme, nous allons aussi vous dévoiler le contenu de notre partenariat avec la mission locale et les futures émissions que vous découvrirez à partir du mois de mars. Nous aurions, bien sûr, je vous l'ai dit, démarrer ces émissions avec la mission locale au mois de février. Mais bien sûr, vous avez bien compris, crise sanitaire oblige, on est obligé de tout décaler, c'est un petit peu compliqué. Alors, bienvenue Zied, comme je le disais, c'est ton émission aujourd'hui. C'est toi la vedette, voilà, donc vraiment content de t'avoir avec nous. Et puis nous allons donc prendre le temps de te connaître. Je le disais tout à l'heure, interview gastro, pas fast food. C'est-à-dire qu'on va pas faire ça en 10 minutes. Voilà, déjà moi j'ai déjà parlé, ça fait déjà 3 minutes. Voilà, donc et puis moi j'ai lu ton CV et je me suis posé une question. Quand j'ai lu ton CV, je me suis dit, il dort quand? Voilà, il dort quand? Alors vous allez comprendre pourquoi. Écoutez bien, hein, donc je suis encore là à en parler pendant 2 minutes, puis après tout le monde aura la parole. Alors, diplômé d'un doctorat en sciences économiques avec une thèse sur la transformation et la libération des systèmes financiers et la croissance économique dans les pays du sud-est de la Méditerranée. DEA en macrodynamique et finance internationale. Alors DEA, pour ceux qui ne comprennent pas, diplôme d'études approfondies. Ces différents postes, directeur général de l'Office du tourisme de Drape, cadre socio-éducatif spécialisé à DSEA dans le 06 et depuis 2012, directeur de la mission locale S06. C'est pas fini. Très bien. Ça, c'est du CV. Attends, là c'est que le début. Plusieurs interventions et fonctions dans l'enseignement, attaché temporaire d'enseignement et de recherche au pôle européen d'économie et de gestion en université Louis Pasteur à Strasbourg 1. Il y a enseigné la micro et la macroéconomie et les mathématiques. Intervenant à l'Institut supérieur de travail à Nice, il y enseigne son expertise technique. Professeur invité à la faculté de droit des sciences politiques et économie de Sousse, il y a enseigné l'analyse des marchés internationaux. Et puis 2009, chargé d'enseignement à l'INSEM, Institut supérieur d'économie et management, à l'université de Nice Sophia Antipolis. Il y enseigne le commerce international et les politiques de l'emploi. Vous vous demandez si chez lui une journée ça fait 24 heures? Non. C'est que le début. Il travaille aussi sur des projets de recherche nationaux, internationaux, toujours dans le domaine de l'économie. Il participe à plusieurs activités associatives et citoyennes. Alors là, j'arrête, je vous fais pas la liste parce qu'il y en a encore une liste. Voilà, ça c'est monsieur Zied Essid. J'ai tout bien dit, Zied. Merci Jean-Luc de cette introduction, de tous ces éléments. Et avant tout, d'abord, merci de l'intérêt que tu portes à la mission locale, à la jeunesse
et à l'insertion. D'ailleurs, autour de moi, je vois des jeunes actifs et bien motivés. Donc, alors, on a un point commun, c'est-à-dire que la mission locale, c'est s'occuper des jeunes, et Radio Fréquence Méditerranée, c'est laisser la place aux jeunes. Voilà, et donc c'est vraiment c'est mon créneau. Voilà, j'ai choisi ça. C'est mon dada, c'est laisser la place aux jeunes. Et je l'ai dit dans plusieurs émissions, c'est faire pour eux ce qu'on n'a pas fait pour moi. Voilà, et je pense. Donc, je repose ma question. Tu dors quand ? Alors, est-ce que vous dormez ? Effectivement, ça fait beaucoup de choses, mais on arrive avec la volonté, et surtout le goût de faire les éléments et d'alterner et d'être, parfois c'est pas simple d'être un peu partout, mais ce sont également des éléments qui sont séquentiels, mais on arrive à faire avec un peu d'organisation et surtout donner le goût, le sens de ce qu'on fait. Alors, une de mes premières questions, comment tu gères ton emploi du temps avec toutes ces missions ? Alors, si tu as constaté, le point commun, c'est la jeunesse, que ce soit du point de vue étudiant, mission locale, insertion. Donc, c'est une thématique qui me tient à cœur. Quand on parle de jeunesse, simplement, on parle de notre avenir. Quand on parle de jeunesse, c'est notre jeunesse en France face, si je peux utiliser ce terme-là, à la jeunesse dans le monde entier. Parfois, on oublie que d'autres pays, d'autres mondes, des jeunes qui travaillent, qui bougent et qui ne sont pas parfois limités à des 35 heures et plus. Bien sûr. C'est vrai qu'en France, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Hein, je veux dire, au niveau de la jeunesse. Hein, la jeunesse, quand elle est quand même, on s'en occupe pas mal. Quand on regarde à côté dans d'autres pays, on peut se dire qu'on n'a pas à se plaindre. Effectivement. Alors, toi qui connais donc l'économie et tout ce qui se passe au niveau de l'emploi internationalement, donc tu es vraiment apte à pouvoir nous donner ton avis là-dessus. Alors, sur ce point-là, concernant la jeunesse, effectivement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de dispositifs, beaucoup de structures, beaucoup d'institutions, mais à mon avis, qui gèrent souvent l'instant présent. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une politique d'anticipation depuis quelques décennies, une politique structurée de jeunesse avec une prise en charge globale. Quand je dis la prise en charge globale, certes, il y a l'emploi, il y a la formation, il y a l'avenir personnel et professionnel de chaque jeune, mais il y a l'avenir collectif. Et dans l'avenir collectif, je pense qu'il y avait quelques loupés, quelques oublis, ou peut-être notre système global fait en sorte qu'on n'est pas dans des anticipations à long terme. Je prends des exemples simples, hein, qui est connu par tout le monde. Nos dettes, ça sera payé par qui ? Ça sera payé par nos jeunes, par nos enfants, par nos petits-enfants. La retraite sera payée par qui ? Ça sera payé par nos jeunes, par nos petits-enfants. Ils cotiseront pour eux, ils paieront la retraite pour les autres. Et sur ce point-là d'anticipation dans le futur, je pense qu'on avait fait quelques loupés. D'accord. Et donc toi, en fin de compte, aux missions, on va y venir, mais au sein de la mission locale Menton S06, alors Menton S06, c'est ça ? Je dis pas de mission locale S06. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai Menton dans la tête, mais effectivement, merci de me reprendre. Donc c'est tout des systèmes que tu as mis en place personnellement ? Alors, d'abord, S06, en fait, ça comporte les 15 communes de la CARF, plus les 13 communes du Pays du Paillon. Ce qui nous fait 2 territoires distincts, mais 28 communes de l'Est du département, avec quelques disparités entre les différentes communes, le littoral, avec l'activité principalement tournée autour du service tourisme, et le moyen et le haut pays, avec des activités artisanales, mais également avec une fort potentiel social et médical que parfois c'est pas trop mis en avant. D'accord. Donc ça, c'est le cadre global. On concerne la mission locale. La mission locale, alors, fonctionne avec des dispositifs qui sont nationaux, donc à savoir que nous sommes 5 missions locales dans le département, nous sommes 28 missions locales au niveau régional et nous sommes aux alentours de 460 missions locales au niveau national. D'accord. Donc il y a une cohérence globale. Ça date de quelle année la mise en place des missions locales ? C'est pas si vieux que ça quand même. Hein. Alors la mission locale, ça a été faite suite au rapport du Schwarz. Sur la France, je te parle. Hein, voilà. sur la France. De toute façon, le modèle de mission locale n'existe qu'en France. D'accord. Le modèle dans sa forme actuelle. Il y a d'autres modèles, bien sûr, concernant la jeunesse, mais c'est un peu différent dans d'autres pays. Même avec nos collègues italiens, on collabore, mais avec d'autres modèles. Donc la mission locale, ça a été mis en place suite au rapport du Schwarz en 1983. Ça a été mis en place à titre provisoire dans un premier temps pour permettre l'insertion de toute une génération avec les difficultés après les 2 chocs pétroliers que nous avons subis, entre autres comme les autres pays. Et depuis 1983, les missions locales perdurent. D'un côté, c'est bien pour les jeunes, pour la jeunesse, mais de l'autre côté, c'est un indicateur également qui a le besoin, qu'on ait la demande et qu'il faut avoir une structure qui peut accompagner les jeunes. D'accord. Alors, la mission locale, si je reviens à ta question. Alors, je vais te couper parce que ça, on va y revenir après. C'est pour ça, parce que je vais encore rester sur toi. Mais là, comme tu vas tout me dérouler, je sens que tu vas tout me dérouler. Je sens qu'il va tout me dérouler sur la mission locale. Donc, du coup, j'ai dit, je ne vais plus avoir de questions derrière. Donc, on va revenir sur on va revenir sur lui. Je vais vous donner la parole, les gars. Donc, on va revenir sur Ziad. Mais juste tu as dit, en fin de compte, la mission locale était axée CARF et les Paillons, Pays du Paillon. Donc, Radio Fréquence Méditerranée, qui est à Castillon, est apte à travailler avec la mission locale. Bien évidemment. Voilà, même si on n'est pas à Menton.
Bien évidemment. Voilà, petit clin d'œil. Et donc je disais, alors moi je veux revenir sur ta personne. La première partie c'est parler de toi bien sûr en priorité parce que tu es quand même un personnage. Je passe pas la pommade, hein. C'est pas ma spécialité. Alors je signale à nos auditeurs que je suis connu pour, c'est pas ma spécialité, passer la pommade. Je suis plutôt tendance à être un peu, des fois un peu trash. Voilà. Alors, mais donc c'est pour ça. Donc je suis admiratif de ton parcours déjà. Et pourquoi cette soif d'apprendre et d'enseigner? Pourquoi toi donc le personnage d'IA Décide? Alors peut-être, je me définis entre parenthèses, peut-être je suis un pur produit francophonie. J'ai passé une partie de ma vie, bien sûr, native en Tunisie, mais également en Mauritanie, Sénégal et Côte d'Ivoire. Ah oui, donc tu as bougé quoi. J'ai bougé grâce à mon papa, Ouais. puis son homme qui a travaillé dans ces pays-là. Mais c'est marrant parce que tu es jeune, hein. J'ai vu ta date de naissance sur ton... On va garder ça secret. C'est ma question. Il est jeune. Non, mais il est jeune. Il est jeune. Par rapport à avoir un CV comme ça. Par rapport à moi, il a 11 ans ou 12 ans de moins, je crois. D'accord. Ah oui, donc, c'est vraiment jeune. voilà, donc, et pour ça, quand vous lisez le CV, tu te dis, il dort quand? Vas-y, Ziad, pardon. Plus âgé. Non, je compris. Et c'est vrai, les voyages, les découvertes, et parfois même les difficultés, parfois de la vie, fait en sorte qu'on se renforce d'une part. D'autre part, on a notre vision qui s'élargit, tout jeune, et on a ce goût et ce soif d'apprendre. Et pour moi, apprendre, c'est toute une vie entière et on n'apprend jamais assez. Apprendre, pour moi, c'est équivalent à la vie. Apprendre, c'est la connaissance, même si parfois ça part des réflexions, des casse-têtes, mais ça fait partie du goût. Ça fait partie du jeu. Alors, tu voulais lui poser une question tout à l'heure. Oui, sur lui ou sur la mission locale? C'est sur sur les lui. deux. Voilà, vas-y. D'où vous est venue cette envie, après un parcours économique, etc., de vous mettre dans la mission locale? Effectivement, en fait, le parcours, il était dans un premier temps destiné à un parcours universitaire. D'ailleurs, j'y suis toujours, enseignant à l'ISEM de Nice. Et là, j'ai aligné avec le commerce international également les politiques de l'emploi, ce qui est en lien avec la mission locale. Et la découverte du monde social global, ça a été lors de mes études, où j'avais travaillé dans la structure Montjoie, que vous connaissez, et également la DSOA. Et avoir une notion que j'ai essayé de développer avec quelques amis, parfois cette notion-là allait un peu critiquer, mais c'était le jeu, c'est ce que j'appelle le social pragmatique. C'est-à-dire tout simplement le social qui permet de donner une réelle efficacité dans l'accompagnement, mais surtout un résultat. Chose dans laquelle on est dans un monde qui évolue rapidement, on est dans un contexte économique, on le voit comme c'est très rapide, ça évolue rapidement. Nous ne pouvons plus analyser socialement de la même manière qu'on analyse dans les années 80, 70, vraiment les années 80. Mais pour vous, et l'économie rime avec du coup la jeunesse et l'apport que va avoir... Il n'y a aucune contradiction. D'ailleurs, vous savez, la part de l'économie sociale et solidaire en France, ça représente à peu près 20% de l'économie. On en parle rarement. Bien sûr, ça intègre également pas les structures purement sociales, ça intègre même des structures comme des banques, autre chose, qui ont un statut associatif, mais ça porte, en tout cas, c'est un part non négligeable. Ça, d'une part. De l'autre part, nous assistons qu'il y a de plus en plus d'exclusion, de plus en plus de personnes qui sont en difficulté, de plus en plus de difficultés à retrouver un travail, avoir une autonomie. Et quand on dit autonomie, c'est-à-dire être en quelque sorte un citoyen qui peut contribuer d'une manière très simple. Et tous ces éléments-là nous laissent, avec certains amis, à réfléchir sur ce travail-là, dans lequel qui est la mission locale, mais voilà, la mission locale était également dans d'autres structures, comme je disais, la DSOA, Montjoie. J'ai également dirigé l'office municipal de la jeunesse et de loisirs à Drape. Et ça m'a donné l'idée, tout simplement, que pour moi, on peut mettre le meilleur accompagnateur social, la meilleure assistante sociale, le meilleur éducateur, le budget nécessaire. Tant que la personne n'a pas une autonomie financière, ne pourra pas être autonome, tout simplement. Donc, pour moi, la finalité de travail social devrait être toujours avec un objectif qui est l'autonomie. L'autonomie, donc trouver un emploi. Et c'est là d'où ça vient la mission locale, qui était un choix de venir ici, sur le secteur montonais, de relever ce défi avec une équipe qui m'accompagne depuis plusieurs années, et travailler avec cette notion-là, où il n'y a pas de contradiction entre le social et l'économie. Et ça, j'insiste, et je tiens à le dire, et je le dis un peu partout, c'est pour ça que j'ai utilisé les termes critiqués comme un clin d'œil, parce que j'ai beaucoup de débats, que ce soit à l'USTS ou l'école des éducateurs ou à l'extérieur, qu'il n'y a pas une contradiction entre le social et l'économie, comme il n'y a pas une contradiction entre les objectifs fixés et la qualité de travail. Tout ce qui est quantitatif n'est pas forcément en contradiction avec tout ce qui est quantitatif. D'où le choix de la mission locale, où il y a un lien, parce que tout me nourrit. Si je commence par ce petit exemple qui revient souvent, le matin, ça m'arrive d'être à l'université avec les étudiants, et dans laquelle, même Master 2, à bout de quelques mois, quand vous, et parfois quand on leur pose leurs questions sur leur projet professionnel, qu'est-ce qu'ils vont faire après, ils ne savent pas grand-chose. L'après-midi, j'en rencontre d'autres jeunes avec peut-être
d'autres manières de s'exprimer ou d'analyse, mais pareil, ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire d'ici quelques temps. Ils n'ont pas de perspective. Ils n'ont pas de perspective dans le futur. C'est-à-dire, on est dans une passivité globale. Et même ceux qui ont des perspectives, avec le temps, avec les années, elles deviennent de plus en plus. Alors en ce moment, c'est encore plus compliqué parce que j'allais dire, s'ils n'avaient pas de perspective avant le Covid, avant la crise sanitaire, ça doit être catastrophique là en ce moment. C'est plus compliqué certes en ce moment, mais comme je dis à certains, vous savez, comme dans les cycles économiques, chaque fois qu'il y a destruction d'emplois, il y a toujours après des créations. Exactement. Donc certes, on est dans une phase difficile, on est dans une phase actuellement où on est dans une crise sanitaire, qu'on voit qu'il commence à être une crise économique. Il suffit juste d'entendre aujourd'hui, pas loin, sur les grands groupes qui ont des difficultés, que ce soit Air France ou Renault, mais ces grands groupes, c'est l'indicateur. Ils sont parlés bien sûr des artisans, c'est parler également des secteurs de services, et ces secteurs de services dans lesquels ils ont des fournisseurs. Ces fournisseurs, ils ont également d'autres produits produits de première nécessité, en tout cas en termes de fournisseurs. Et donc le cercle s'agrandit et on est dans une crise économique. Cette crise économique, il faut l'affronter, parce qu'on n'est pas les seuls, il y a tous les pays. Peut-être ce qui rassure que ce n'est pas une crise locale à la France, donc c'est une crise internationale. J'allais dire, c'est ce qui nous sauve. Malheureusement, c'est que c'est mondial, même mondial. Même mondial. Donc même au niveau de l'économie, à un moment donné, même si l'ardoise ne s'effacera pas, mais tout le monde a une ardoise. Donc c'est ce qui va faire que... On est tous dans le même bateau, voilà. on va dire, entre guillemets. Mais la différence, ça sera quoi? Ça sera le déclic au travail par anticipation. Ça sera le déclic au préparer le futur. Parce que cette crise économique, on le sait, ça sera une crise sociale. Elle va engendrer également des difficultés. C'est déjà une crise sociale. C'est déjà une crise sociale. Et si on n'est pas dans cette logique d'anticipation, de mettre les bases, de préparer, de mettre en avant pour cette reprise-là, malheureusement, on risque d'avoir un retard. Et qu'on le veuille ou non, on est dans un monde où la mondialisation, elle y est. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais elle y est. Et celui qui n'avance pas, il sera forcément en retard. D'accord. Alors, on va terminer juste une dernière question sur toi, Ziad Essid. Tes projets personnels par rapport à tout ton parcours, en fin de compte. Tu penses continuer encore longtemps à Menton? Tu as d'autres, peut-être faut pas le dire, peut-être, mais bon, d'autres projets. Est-ce que tu as toujours des projets? Voilà. Est-ce que tu as toujours des projets? Elle a toujours. Je pense que c'est ce que nos amis qui personnels, a des projets. Effectivement, à Menton, et c'est pas un secret. Je suis arrivé dans un premier temps où je pensais que je resterais une période de 2-3 ans. J'ai pris goût. Je suis là. J'ai pris goût. Tu vois, on y prend goût. Non, mais quand tu arrives à Menton, je crois que quand tu arrives à Menton, c'est dur d'y repartir. Voilà. La ville est magnifique en plus, quoi. La ville est magnifique. Il y a un bon réseau. On travaille en collaboration avec plusieurs acteurs et que j'aurai le plaisir dans le futur de les présenter. Bien sûr. Des hommes et des femmes à qui j'ai beaucoup de respect. Certains qui font ça à titre bénévole. Ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leur connaissance, de leur réseau. Je pense à des parrains, des marraines. Mais également, il y a un réseau institutionnel qui est présent. Certes, nous sommes dans une zone où on n'a pas une grande zone industrielle, on n'a pas une zone commerciale, comme ce qu'on voit dans le centre de département dans l'ouest, mais on a également un tissu économique qui est présent, que nous pouvons le toucher plus facilement également. On n'a quand même pas à se plaindre, parce que si on regarde les statistiques au niveau national, on va dire que la PACA et même surtout les Alpes-Maritimes, on n'est pas quand même catastrophique. On a la chance d'avoir le tourisme. Certes, en ce moment, alors là, peut-être qu'on prend un peu plus de plein fouet la crise, puisque le tourisme, c'est vraiment ce qui est le plus important ici. Mais malgré tout, on a toujours été un peu bien lotis, quoi. Bien sûr, je disais qu'il n'y a pas de zone commerciale industrielle, mais il y a également Monaco qui est à côté. Oui, exactement. Avec les 32 000 travailleurs tous les jours. Il y a la frontière italienne également qui dynamise également notre économie. Donc il y a une dotation factorielle de base économique qui sont de taille et de qualité. Puis on est dans une région qui vit vraiment on a l'hiver, on a les montagnes, on a l'été où on a la mer. Donc au final, au niveau des saisons, on est à peu près... C'est vrai que le secteur tiers est tout le temps en fait, sollicité. Effectivement, il y a tout un potentiel qui varie, c'est-à-dire il y a mer, montagne en même temps. Voilà. Et la chance, au-delà du tourisme, on a d'autres atouts aussi. Hein. Par exemple, je pense par exemple à Grasse, où on a beaucoup d'usines d'arômes alimentaires, de parfums. On dit que Grasse est la capitale mondiale des parfums. Alors après, est-ce que ça rentre dans votre zone? Je ne suis pas sûr. Non, mais par contre, on collabore avec la mission locale de Grasse. Donc on est en parfait lien, on est en parfait réseau. Ce que je veux dire, c'est que le 06, alors, tu vas voir tout à l'heure, on va en parler, parce qu'en fin de compte, la mission locale, c'est surtout sa force, c'est ses réseaux. Et on va y venir. Mais donc, en tout, voilà, vous avez donc, chers auditeurs, il est 16h19 et je pense que vous avez pu. Alors la chance qu'on a chez nous, c'est qu'on peut déborder. Voilà, en fin de compte, c'est moi le patron ici, et si je décide qu'on déborde, on déborde. Et il n'y aura pas de couvre-feu ce soir. Et on a des attestations. Donc je disais, on a découvert le directeur de la mission locale 06, et puis vous allez voir tout à l'heure, on va en parler, il est entouré d'une super équipe qu'il a pu construire. Peux-tu nous détailler un petit peu, donc en fin de compte, toi, ta mission au sein de la mission locale? Donc tu es le directeur,
En fin de compte, le directeur, ça ne veut pas tout dire. Être directeur, ça veut dire des fois, souvent, se remonter les manches. Effectivement, voilà. Effectivement, le directeur, ça ne veut pas tout dire. Et s'il y a une réussite dans une action donnée, et notre réussite, en tout cas, on le souhaite parfois, je plaisante, je disais, nous sommes dans une logique contracyclique, c'est-à-dire du moment qu'il y a une crise économique, il y a plus de moyens, et c'est là où on devrait nous intervenir. Et quand il y a moins, c'est là où on peut avoir des allègements. Bien sûr, le travail est effectué d'une part avec une équipe sur le territoire, avec une organisation, le siège sur Menton. Nous avons également notre local dédié pour la garde des jeunes, mais on en parlera tout à l'heure des dispositifs spécifiques. Nous avons également l'antenne sur Beau-Soleil et à Cantaran sur le Pied du Paillon. Au-delà des antennes, nous avons choisi la proximité. Pour nous, c'est très très important. Donc du coup, nous avons des permanences, 12 permanences sur les 28 communes. Et on arrive jusqu'à Breil, Tende, bien sûr Sospel. On est sur les Scarènes également. On est sur Drap. C'est des permanences journalières ou hebdomadaires. C'est des permanences hebdomadaires, voilà, où il y a une présence. Tu as des membres de ton équipe qui partent qui se déplacent. Effectivement, voilà. On a fait ce choix de proximité, malgré le coût, malgré également au niveau de la gestion, les localités, le déplacement. Mais pour nous, c'est très important, à la fois être auprès des jeunes, mais à la fois également découvrir, et souvent on a des belles surprises, le tissu économique local, que souvent n'est pas visible, mais il est là, dans chaque commune. Il y a des... Alors ça se passe comment? Alors c'est-à-dire que quand je prends l'exemple, on va prendre Cantaron. Tu disais tout à l'heure qu'il y a une antenne. Donc ça veut dire que nos auditeurs comprennent bien, et ça peut aider les jeunes donc à se diriger vers vous, parce qu'il y a des jeunes qui savent peut-être pas que ça existe. Si j'ai bien compris, donc l'antenne de Cantaron, par exemple, est un bureau qui est ouvert un jour de la semaine. Non, l'antenne en fait, elle est ouverte toute la semaine. Bon, toute la semaine. Bon, tu vois, j'ai pris un hasard, donc une au hasard. Elle est ouverte toute la semaine. Il y a quelqu'un qui est là responsable, et donc les jeunes de quel âge à quel âge peuvent venir s'inscrire. Et en fin de compte, on va les aider à trouver de l'emploi. C'est ça, j'ai bien compris. C'est-à-dire la finalité, l'objectif, un emploi durable. D'accord. Cet emploi durable passe par plusieurs phases. Bien sûr, s'il y a un diagnostic social sur certaines difficultés, on va travailler sur ce volet par lever les freins. Donc, toutes nos actions sociales, ils sont corrélées avec la recherche d'emploi. Donc, ce sont des actions sociales pour lever les freins liés à l'emploi ou la formation. Et il y a toute une palette de formations énorme, hein, et on a de la chance en France de manière générale et même dans la région PACA d'avoir tous ces types de formations, et avoir un emploi qui peut être en quelque sorte dans un premier temps alimentaire afin d'avoir un revenu et travailler sur un emploi durable. Donc on est dans une logique de notion de parcours, et ça c'est très important, j'insiste sur cette notion-là, avec des objectifs opérationnels, des hypothèses de travail. Et souvent quand un jeune il est motivé, et d'ailleurs il y en a beaucoup de jeunes qui sont motivés, contrairement à ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs c'est comme les adultes, les jeunes motivés, très motivés, d'autres moins. C'est vrai, on attend toujours à croire que les jeunes ne sont pas motivés. Bon déjà s'ils font la démarche de venir à la mission locale, c'est qu'ils sont motivés. Voilà. Sinon ils restent chez eux en général. Certains au contraire sont super motivés. C'est la question que j'ai. Est-ce que n'importe quel jeune peut y accéder, ou il y a peut-être des... C'est quel âge? C'est de 16 à 25 ans. 16 à 25 ans. N'importe quel jeune peut accéder. Bien sûr, les jeunes qui ne sont pas dans une situation de scolarité, ceux qui sont en situation de scolarité, on souhaite qu'ils continuent au maximum leur scolarité, mais également ouverts, et depuis quelques années en tout cas avec le conseil d'administration, parce que certes il y a l'équipe d'une part, de l'autre côté il y a un conseil d'administration, il y a un membre du bureau. C'est vrai, j'ai la chance d'avoir un président qui me soutient, et tous les membres du bureau qui sont omniprésents à la mission locale, ce qui fait en sorte qu'il y ait une gouvernance saine, ce qui est traduit par un management clair et direct pour les conseillers, ce qui fait en sorte qu'il y a une appartenance en quelque sorte à la structure. Et j'y tiens qu'on a cette appartenance à la structure. Quand on a cette appartenance, on peut donner le mieux. Surtout, on est dans un secteur, vous savez, où on doit suivre des jeunes en difficulté. Donc il faut que le conseiller il soit en quelque sorte avoir cette force-là mentale, cette force-là qui à la fois d'un côté ne s'arrête pas juste à une connaissance du jeune, ou savoir être avec les jeunes, ou être avec les jeunes. Non, ça c'est qu'un volet important, être à l'écoute, mais à la fois le conseiller devrait être au courant de toutes les politiques sociales en termes d'insertion d'emploi, et Dieu sait qu'ils sont nombreux parce que ça change en permanence d'un côté. De l'autre côté, il devrait avoir également une approche quasi commerciale avec les entreprises, à qui on ne présente pas des jeunes en difficulté, mais on leur présente des jeunes qui peuvent apporter le plus. De l'autre côté, il y a tout un travail d'équipe. Donc, en quelque sorte, le conseiller, il est dans un carrefour et qui doit avoir tous ces éléments-là. Et pour ça, il faut avoir cette adhésion-là. Pour moi, c'est très important pour pouvoir apporter le plus. Alors, c'est très bien. Tu vois, il m'amène sur la question qui suit, comme si tout était écrit. Comment tu constitues, tu parles d'équipe, donc de conseillers. Comment tu constitues ton équipe, et comment tu as constitué ton équipe? Oui.
Alors, je vois un peu ta question parce qu'effectivement, j'avais une équipe qui m'avait accompagné de collaborateurs depuis le début, qui sont restés présents. Et c'est vrai, on a un taux de présence qui dépasse la moyenne régionale ou nationale. Alors, quand je parle de moyenne régionale, nationale, nous sommes en permanence en comparaison locale, en comparaison régionale, en comparaison nationale, pour savoir où on se situe. Nous avons l'UNML, qui est l'Union nationale des missions locales, qui gère l'ensemble, en tout cas, du réseau. Et nous avons l'INDIAMEC, qui est l'Association nationale des directeurs de missions locales, dont je suis le délégué de la région PACA au niveau national. Ça, c'est le réseau global. Donc, je parle également de conseil d'administration et je parle de l'équipe. Le recrutement, donc c'est une équipe à qui on a mis en place certains objectifs, à qui on a souhaité en quelque sorte appliquer, donc d'une part, donc on a les dispositifs nationaux, où toutes les missions locales les appliquent suivant le contexte. C'est vrai, on a eu un succès avec les emplois d'avenir il y a à peu près 6-7 ans. On avait explosé, on a eu même le droit à des visites successives du préfet par rapport au taux d'insertion sur ces emplois-là. Et depuis peu, effectivement, c'est ce qu'on discutait, j'ai fait recours également à un certain nombre de recrutements et j'ai fait le choix de prendre une équipe jeune. Oui, c'est ce que j'ai vu. Sorti de diplôme. C'est ce que j'ai vu sur la photo, en fait, quand j'ai vu l'équipe de la mission locale et sur une photo, et j'ai dit, tiens, ils sont quand même tous assez jeunes. Bon, il y a quelques anciens qui les encadrent, je suppose. Ils sont tous jeunes. Je les connais d'ailleurs, les anciens. Ben, il faut toujours des anciens, je vous rassure. Ça sert, n'est-ce pas les jeunes? C'est vrai. Sinon, c'est le bordel. Voilà. Et c'est vrai, donc on a fait le choix de la jeunesse, on a fait le choix de l'énergie, on a fait le choix de donner une chance et d'apporter. Et depuis quelques mois, je ne suis pas dessus, je suis même fier. De ton équipe. De mon équipe. Alors, j'essaie de dupliquer même. Avec les... Tu as une question, Émeric, dans un instant? Tu as une question, je crois? Non, d'accord. Alors, juste, oui, c'est vrai que tu disais un taux de stabilité qui est assez élevé à Menton, mais c'est sûr, c'est toujours beaucoup plus facile, comme tu le disais, de rester à Menton à Casse-Soleil qu'être à Roubaix, je pense, non? Bien sûr. Avec un petit clin d'œil, je leur dis, vous me cotez plus cher avec l'ancienneté, mais bon. D'accord. Mais il y a l'expérience au moins. Est-ce que derrière, vous avez comme un suivi des jeunes? Vous savez un peu ce qu'ils deviennent ou... Bien sûr. Donc, tout ce qu'on fait, les retracés. Donc, je parlais des dispositifs nationaux, donc toutes les missions locales. Nous avons un dispositif au niveau de la région PACA. D'accord. Et nous avons également un dispositif départemental. Et ce qui est différencié la mission locale d'autres structures, on ne compare pas, on travaille en parfaite collaboration avec Pôle emploi, on est complémentaires, mais Pôle emploi elle est centralisée et nous, nous sommes décentralisés. C'est-à-dire les dispositifs qui peuvent s'appliquer sur Menton-le-Soleil ne peuvent pas s'appliquer dans le nord de la France. Ce n'est pas la même structure, la même problématique. Donc du coup, on a cette marge d'initiative et cette marge d'initiative, ça nous permet de s'adapter à notre territoire, à nos jeunes, à nos problématiques, à notre tissu économique. D'accord. Et si j'ai pu voir dernièrement, du coup, il y a une augmentation, il me semble, de jeunes qui veulent s'inscrire à la mission locale, mais aussi à la garantie jeune. Une évolution à ce niveau-là. Ouais, c'est sanitaire. C'est bien les gars, c'est la question que j'avais posée juste derrière. C'est vrai, effectivement, et c'est très important. La crise sanitaire, donc, tu as dû amener un impact au niveau des jeunes. Alors, c'est un impact à qui j'essaie de communiquer pour alerter, parce que je trouve que les jeunes, de manière générale, sur cette crise-là, je ne veux pas dire qu'ils sont les oubliés, je ne suis pas habitué un peu de la réclamation, mais effectivement, quand on voit le taux des jeunes qui sont en décrochage scolaire, alors d'habitude, les autres années, ils viennent au mois de septembre, c'est là où souvent la plus grande vague de décrochage scolaire, mais là, ce qui est triste cette année-là, qu'on a des décrochages scolaires septembre, octobre, novembre, décembre, encore janvier, c'est-à-dire des jeunes qui reprennent l'école, qui peut-être ils avaient la volonté de reprendre, et que ce décrochage-là, c'est lié peut-être à leur manque tout simplement de l'éloignement, l'isolement, et ça crée vraiment une augmentation en termes des jeunes déscolarisés. Et l'autre élément qui est touchant, c'est le nombre de décrocheurs universitaires. Oui, ça, c'est très rare. Et là, ça vient de plus en plus. Pareil, il y a l'isolement. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont, en tout cas, en visioconférence. Moi, je vois que en tout cas, les cours ne sont plus interactifs comme avant. Je vois même qu'il y a un taux d'absence. C'est pas comme présentiel, un taux d'absence qui diminue de jour en jour. Et ça, par contre, c'est un élément très, très triste. Rajoutons à ça également la détresse sociale que nos étudiants vivent actuellement. Il n'y a plus de job, des petits boulots. Les stages, ça devient de plus en plus compliqué. Rajoutons à ça, c'est plein d'éléments qui ne sont pas en faveur un peu de cette jeunesse-là. D'accord. Donc, il y en a, c'est vrai, un taux d'augmentation de jeunes qui sont inscrits et qui viennent nous voir. Il y a de l'autre côté beaucoup de réponses de la part de l'État, il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de dispositifs. Il y a beaucoup en parlant de l'État, tu disais, donc je sais, et puis tu étais d'ailleurs tout à l'heure en rapport avec le représentant de l'État ici, la députée Alexandra Valletta-Ardisson,
qui au passage, je rappelle, est marraine de la radio. Donc voilà. Donc, il était, c'est pour lui faire un petit coucou, un petit clin d'œil. Tu étais en visio, donc comme tu dis, l'État est quand même assez proche et on va parler aussi avec la mairie de Menton tout de suite derrière. Tu as vraiment une très très grosse collaboration avec les services de l'État, donc la députée. Oui, vas-y. Effectivement, la députée, elle est omniprésente sur la question de la jeunesse et d'ailleurs sur le secteur. On travaille un peu sur des actions plus spécifiques qu'on mettra en place sur le secteur de la Roya à Bévira, qui était, au-delà de la crise sanitaire, elle était vraiment touchée par la tempête et on voit que les infrastructures et le cadre global, il est un peu difficile, mais donc on y travaille. Avec l'État, bien sûr, il y a également la garantie jeune. Hein, c'est un dispositif très important et j'aimerais bien un peu le mettre en avant. Et donc, c'est un droit pour tous les jeunes. Je ne veux pas dire c'est les éléments à la réflexion, les prémices d'un RSA jeune, mais en tout cas, on peut dire ça, puisque les jeunes. Donc, c'est un droit à tous les jeunes, je rappelle, hein, de 16 à 25 ans, qui viennent de la mission locale et qui s'inscrivent dans un contrat d'engagement de 12 mois. Dans ce contrat de 12 mois, il y a une période de 3 à 4 semaines intensif d'apprentissage. Alors moi j'appelle ça apprentissage de la vie professionnelle, donc qui va aller de la confiance en soi vers un bilan d'orientation, vers les codes de l'entreprise, vers bien évidemment les ateliers classiques de recherche d'emploi, mais on a souhaité donner le plus, c'est-à-dire au bout de 3-4 semaines, pousser le jeune de sortir le maximum de lui. Et chaque jeune, vous savez, il a son potentiel parce qu'on est resté plusieurs années. Je vois que depuis le début de l'interview, il est à fond, il défend les jeunes et il est. Je sens dans ta manière. Vous avez quelques pépites d'ailleurs, certains jeunes qui ont vraiment réussi qui ont bien réussi, qui ont pu se sortir. Enfin, quelques exemples. Mais bien sûr, c'est ce qui nous motive, ce qui nous anime. Sinon, on n'aurait pas lâché, mais on aurait été dans une logique où on se poserait la question sur les facteurs de notre action. Nous avons des jeunes qui sont allés de trop loin, où ils étaient complètement loin de l'emploi. Ils ont trouvé l'emploi de base. On a des jeunes qui ont créé leur propre entreprise. On a des jeunes qui ont intégré des écoles de nouveau, qui ont repris même leur scolarité initiale. On a d'autres jeunes, et malheureusement d'autres jeunes aussi à qui on n'a pas pu trouver une solution. Et moi, je dis souvent à notre équipe, mon équipe, en tout cas mes collaborateurs plus que mon équipe, je leur dis, voilà, on a un temps, on ne changera pas le monde, mais on a un territoire autour de nous. Si on a un temps jusqu'à 25 ans pour faire en sorte que c'est un jeune, il est citoyen à part entière. C'est-à-dire à partir de 25 ans, il passera malheureusement dans les minima sociaux si on n'arrive pas. Il passera dans le monde des adultes. D'accord, la limite c'est 25 ans. S'il a 26, c'est la limite symbolique, c'est-à-dire après il sera dans le monde des adultes avec les formations et tout ça. Voilà. Donc excusez-moi les amis, je reprends la main. Donc une collaboration avec les services de l'État, tu viens de le dire, et puis donc ce qui fait la force aussi de la mission locale, on en a parlé un petit peu au début, c'est surtout le réseau que vous avez créé de professionnels et d'organismes de formation. Je sais que vous avez aussi une très grosse collaboration avec la ville de Menton, hein, et donc je sais que je crois la responsable, la conseillère municipale qui est en charge de la mission locale en collaboration, c'est Abiba Payak. Voilà, Madame Payak qui fait un gros travail pour les jeunes, autant pour les jeunes, donc on va dire dans la partie amusement entre guillemets, hein, je mets des guillemets, donc tout ce qui est loisir pour les jeunes, mais avec toi donc pour toute cette partie insertion, partie travail. Donc tu collabores beaucoup avec la mairie de Menton et on va parler d'ailleurs de tout ce que vous avez mis en place ensemble. Et je peux citer aussi Sandra Père, la présidente de Initiative Menton Riviera. Voilà, c'est les deux personnes on va dire qui ont sur la ville de Menton avec qui la mission locale collabore. Et vous avez donc créé, donc écoutez bien, hein, donc le forum de l'emploi, le café de l'emploi, le salon de l'orientation et le spécial job été. Tout ça, c'est mission locale S06. Avec la ville de Menton, et donc je disais Abiba Payak qui a été à l'origine de, si je dis pas de bêtises, tu me reprends. Effectivement. Si je dis une bêtise, tu me reprends. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on a les éditions de ces formules ou ces formes en tout cas collectives, que ce soit sous forme de forum, que ce soit sous forme de café de l'emploi. On a choisi des dates plus ou moins symboliques, donc le forum d'emploi c'est au mois de mars avec toutes les grandes entreprises et le tissu local. Au mois de mai, nous avons le café de l'emploi qu'on effectue pour les jobs d'été spécialement, donc qui a vraiment beaucoup de succès. Mais au-delà de ça, c'est une action qui est tous les jours. Qu'on effectue. Il y a un travail également qui a été effectué avec l'initiative Menton Riviera, parce qu'ils ont l'aide et la création aux entreprises, donc il y a une complémentarité. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fin de compte, quand il t'a posé la question s'il y avait des pépites. Donc tu peux avoir des jeunes qui sont prêts à créer une entreprise que vous aidez et que vous basculez sur Initiative Menton Riviera pour qu'ils aillent plus loin.
Bien sûr, c'est-à-dire, nous, il y a eu tout un circuit de création d'entreprise parce qu'avec l'initiative qui a son rôle important, avant ça, il y a également la couveuse qui a ses permanences à la mission locale, donc la couveuse d'entreprise. D'ailleurs, la contrepartie pour leur présence en permanence, c'était de donner le goût, je me rappelle très bien avec la responsable, donner le goût d'entrepreneuriat aux jeunes. Donc je leur dis, même s'ils sont jeunes, mais au moins leur donner le goût, l'esprit, peut-être dans quelques années, ils penseront à ouvrir leur propre projet. Et j'étais surpris parce qu'elle a accompagné 4 jeunes en 2019, pardonnez-moi, je n'ai pas les chiffres exacts de 2020, 4 jeunes qui ont créé leur propre entreprise. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, ces jeunes-là, eux-mêmes deviennent des parrains, eux-mêmes témoignent également au-delà des réseaux sociaux. Même en 2019, nous avons fait, grâce à l'aide d'Alexandra Valletta également, faire venir la ministre de l'Emploi. Et bien sûr, ces jeunes-là, ils étaient présents. On avait des jeunes qui étaient dans la police nationale, on avait des jeunes qui sont rentrés dans l'armée, on avait des jeunes qui ont créé leur propre entreprise. Donc on a diversifié les jeunesses et ça fait des belles exemples, de belles réussites. Et on est content que les jeunes reviennent nous voir une période après. Justement, ça amène bien sur ma question que j'avais tout à l'heure. Vous avez un pourcentage peut-être de réussite? Effectivement. En il lit dans mes pensées. C'est la question que j'avais posée. Non. Alors tout ce qu'on fait, bien sûr, les retracer par jeunes dans un système d'information national qui s'appelle Emilo. Tout ce qu'on effectue pour jeunes. Donc tout à l'heure, j'expliquais de manière globale la notion du parcours. Ces notions de parcours, ils sont chiffrés avec des indicateurs d'accompagnement pour chaque jeune. Et nous avons un taux de sortie qui voisine les 40% d'une manière globale. C'est-à-dire par rapport à une année d'accompagnement, si je prends les chiffres de l'année dernière, l'année 2020, malheureusement, ne sera pas une référence, mais je vais vous donner la tendance globale de l'année 2019. En tout, nous avons aux alentours de 3000 jeunes accompagnés par année, donc 3200 exactement. Et nous avons à peu près 1260 entrées en situation d'emploi. Donc, quand j'ai des situations... Pratiquement 50%. Voilà, ce n'est pas les nombres de jeunes, situations. C'est les situations d'emploi. C'est-à-dire un jeune, il peut avoir 1 ou 2 emplois dans l'année, donc il a comptabilisé 2 fois. Et nous avons en entrée en formation aux alentours de 350 jeunes en entrée en formation. D'ailleurs, c'est un chiffre qu'on souhaite, on a l'objectif un peu de l'augmenter. Et bien sûr, les 1260 jeunes, c'est tout type de contrat, avec une prédominance CDD. On travaille beaucoup avec les intérims. Alors, c'était le choix pour 2 raisons. C'était le choix parce qu'il y a les offres accessibles et immédiates, mais c'était le choix parce que le jeune il peut effectuer plusieurs missions, plusieurs emplois différents. Et donc, ça lui fait plusieurs lignes supplémentaires dans son CV et plusieurs expériences. Et on travaille très, très bien avec les agences d'intérim, que ce soit les agences, vous savez, il y a des agences d'insertion, comme ISA Intérim. Tout à l'heure, on parlait également avec T+, mais il y a les agences également classiques à qui on travaille et certains, vraiment, d'une manière, ils ont cette orientation jeunesse, pas conviction. D'autres, et le travail qui a été effectué, il était de qualité. Et donc, on continue à voir leurs offres. Et d'ailleurs, on édite nos offres pratiquement tous les mardis après-midi. Et on les diffuse, effectivement. On est plusieurs radios à diffuser vos offres, puisqu'on les reçoit effectivement le mardi. Donc, il y a toujours la liste de tous les postes disponibles. Alors, donc, si j'ai bien compris, on va résumer. Donc, la mission locale, pour tous ceux qui comprennent, vous êtes en fin de compte une plateforme pour les jeunes, en fin de compte, plutôt qu'ils soient tout seuls à pas savoir comment trouver du travail ou comment faire ou vers qui s'adresser. Ils viennent chez vous, donc entre 16 et 25 ans, ils viennent chez vous. Et en fin de compte, là, vous allez déployer tout votre panel d'organismes de formation, de professionnels, d'agences d'intérim, d'agences Pôle emploi, puisque vous travaillez aussi avec Pôle emploi, avec la ville de Menton. Vous êtes vraiment le coordinateur de tous ces services, on va dire. Et donc, grâce à ça, vous arrivez à lui proposer quelque chose, soit une formation, soit un emploi. Soit un accompagnement. En tout cas, vous êtes vraiment là pour... Il y a toujours, pour ça j'incite, un jeune qui souhaite, qui est motivé, il y a toujours une solution. Voilà, vous arrivez à la fin, le jeune, il repart. C'est le temps, certains qui c'est plus rapide, d'autres c'est un peu plus, mais on arrive toujours à trouver une solution. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de la ville, c'est vrai, on collabore très bien avec la ville et même quand je voyais le maire, je lui disais qu'on fait des actions Menton, ville des jeunes, un petit clin d'œil par rapport à l'image de Menton. Oui, on a changement, ça va bien. C'est un peu l'image opposée. Voilà, c'est l'image opposée. Mais vous savez, quand on prend les statistiques, et je vois qu'elle s'intéresse aux statistiques, c'est 32% de jeunes moins de 29 ans, en tout cas en opposition à 33% des jeunes moins de 29 ans dans le département. Donc il y a qu'un petit point de différence. Alors, et donc c'était des idées qui c'est pas juste. Effectivement, on a souvent associé Menton à une ville de vieux et qu'il n'y a rien pour les jeunes. En fin de compte, non, il y a énormément de choses pour les jeunes. Il y a déjà énormément de clubs de sport. Et quand on regarde la liste des associations mentonnaises, et je dis Menton parce qu'on est sur Menton, mais il ne faut pas oublier la CARF, donc Roquebrune, toutes ces associations. Quand on regarde la liste, il suffit juste d'avoir envie d'y aller. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je me permets de dire ça, puis on
on a eu il n'y a pas longtemps les élections et qui ont dit il n'y a rien pour les jeunes à Menton. En fin de compte, c'était juste de pousser la porte, d'aller taper quelque part. Et puis, il n'y a pas que des clubs où on paye, où c'est payant. Il y a énormément d'associations où c'est gratuit. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça. Voilà. Voilà. Débat, mais c'est une image, quoi. Non, mais effectivement, je confirme. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai, les jeunes parfois nous demandent, ils disent qu'il n'y a rien. D'ailleurs, nous, on est un relais, on leur dit non, il y a beaucoup de choses, que ce soit sport, loisirs. Et surtout, nous, on prend le jeune dans sa globalité, c'est-à-dire c'est une prise en charge globale. En fait, on ne dissocie pas. Excuse-moi, non, je vous ai coupé, je vous laisse continuer. C'est-à-dire, on ne dissocie pas en fait la jeune dans sa prise en charge globale. Certes, il y a le volet emploi, le volet formation, mais le jeune également. D'ailleurs, l'emploi, si je spécifie, c'est avec la directe et l'État, donc on dépend de la direction du travail. La région nous finance pour la formation. Le département, lui, finance sur le volet social. Et bien sûr, il y a les communes également qui financent. Et le jeune, c'est une prise en charge globale sur le volet emploi, certes, mais volet également social, sanitaire, culturel. Et c'est ça quand je parle du citoyen à part entière. Alors justement, au niveau social, je rebondis très rapidement. C'est une petite question comme ça. Est-ce que par exemple, c'est super important pour un jeune, on en parlait un petit peu avec Jimmy tout à l'heure, pour un jeune d'avoir le permis de conduire, bien sûr, pour pouvoir avoir un travail. Est-ce que vous pouvez aider un peu les jeunes, malheureusement, qui n'ont malheureusement pas assez de finances pour se payer le permis de conduire? Est-ce que vous pouvez les aider à ce niveau-là? C'est une très bonne question, surtout dans notre secteur, en tout cas notre territoire. Le permis est très important. On connaît tous la problématique de mobilité qui existe entre le moyen et le haut pays. Et ça, c'est très important d'avoir le permis comme un premier levier à l'insertion. Alors, il y a des aides, effectivement. Ces aides-là, alors les aides au niveau du permis, au niveau du métier, il faut savoir, souvent dépendent des métiers, ce qu'on appelle métiers en tension. Donc, quand il y avait une période, les métiers de tension qui étaient les chauffeurs poids lourds, chauffeurs de bus, il y avait beaucoup d'aides concernant les permis. Ces métiers-là sont un peu moins en tension. Maintenant, on a les métiers en tension, c'est tout ce qui est social, sanitaire. Et d'ailleurs, on voit par exemple qu'il y a l'ouverture d'une nouvelle école d'infirmières et d'aides-soignantes à Monaco qui prend son place. Donc, ça dépend suivant les métiers en tension. Mais ça reste toujours très, très important, le permis. Donc, il y a des aides pour le permis. C'est des aides, bien sûr, qui sont conditionnées par rapport à certaines ressources, certaines conditions. Mais souvent, on trouvera un moyen, alors que je dis aide directe, pour le permis, donc le dossier pour le permis, mais des aides indirectes. Sûr, et tout à l'heure, je parlais, absolument, je reviens peut-être pour la garantie jeune, parce que c'est important. Les jeunes, ils touchent à une indemnité sur 12 mois de 490 €. Ça lui permet d'avoir un minimum de survie, bien sûr. Et pendant un mois, donc une formation intensive. Et croyez-moi, une formation, quand je dis intensive, il y a un contact. Donc il y a à peu près 20 intervenants qui viennent. Donc il y a des institutionnels, mais également des chefs d'entreprise, des personnes retraitées, des directeurs de ressources humaines. Certains viennent aussi pour recruter. En même temps, ils forment les jeunes. Et le jeune, pendant 11 mois, il doit l'obligation de trouver un emploi durable. Et quand il trouve un emploi, c'est ça la nouveauté, il ne perd pas les 490 €, il ne perd peut-être qu'une partie, ce qui évite l'arbitrage. Moi, je suis jeune, je trouvais un travail à mi-temps à 500 €, je ne le prends pas parce que j'ai 490. Le deux se cumule. Voilà, ça peut s'accumuler. Et là, on est passé il y a 4 ans à peu près, la garantie jeune à 100 jeunes par an, à 150 jeunes, à 230 l'année dernière, et nous avons l'objectif de 457 jeunes en 2021. D'accord. Et d'ailleurs, à ce jour, depuis le 1er janvier, il y a 72 jeunes qui sont rentrés dans ce dispositif. Donc, on était obligé de multiplier, on était obligé de créer des sessions partout. Donc, nous avons la session, en tout cas, nous avons le local qui était l'ancien local de Sissi, à Clé de Menton, derrière la Garotière, dans nos locaux à nous. À Beausoleil également, nous avons fait une garantie jeune. Et sur Cantaran, donc pour nous, c'est un levier très important. C'est un accompagnement qui est différencié de l'accompagnement classique. Alors, quand je dis classique, cela veut dire quoi? Cela veut dire, c'est-à-dire les rendez-vous qui peuvent être hebdomadaires, un rendez-vous d'une demi-heure. Certes, c'est important d'avoir ce contact-là, sachant que nous, on reçoit souvent des jeunes à qui ils ont une succession d'échecs, une succession de problématiques également. Et vous savez, quand on est à cet âge-là, on est beaucoup plus influencé par ces échecs-là. Même quand on est adulte, parfois on est influencé par des échecs. Alors imaginez si on est jeune. Et bien sûr, ces échecs-là, ça se traduit par d'autres manières. Parfois un abandon total, parfois un isolement à la maison, parfois une forme d'agressivité. Mais souvent, ça cache une souffrance et une non-orientation et ne pas savoir. Donc ce dispositif, il est très très important. D'ailleurs, je parlais de typologie de jeunes. Nous avons les jeunes qui ont leur diplôme, leur formation, mais qui ont du mal à trouver un emploi. Eux, on leur donne un coup de main et on arrive. D'autres jeunes qui sont déscolarisés. Et d'ailleurs, pour les jeunes qui sont déscolarisés ou les jeunes qui ne sont pas dans une logique de motivation importante, et quoi que soit la catégorie sociale de la famille, par exemple, souvent on réduit à des jeunes en difficulté, de jeunes de certains territoires en difficulté. Non, un jeune qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de formation, quoi que soit la catégorie sociale de sa famille, c'est un problème pour la famille. J'en ai beaucoup de parents, beaucoup de familles qui ne savent pas comment faire. Nous avons actuellement l'isolement, nous avons actuellement le problème du jeu qui est très très important, on ne le dit pas assez, mais c'est très important et tous ces éléments, on essaie de travailler pour essayer d'apporter vraiment le jeune, quand on le présente à l'entreprise, on le présente à l'entreprise comme quelqu'un qui peut apporter le plus.
Voilà. Et donc, on essaye d'être, entre parenthèses, un cabinet de conseil. On lui fait oublier ce qu'il a été avant, en fait. Exactement. Il peut apporter. On est resté pendant des années à mesurer l'intelligence par l'intelligence, vous savez, le QI, qui est l'intelligence mathématique. On oublie souvent l'intelligence relationnelle, on oublie l'intelligence manuelle, on oublie l'intelligence émotionnelle. Et plein de formes d'intelligence que le jeune peut se dire. Il peut avoir une carrière dans chaque domaine qu'il le souhaite. Il suffit juste d'être clair et être protégé, entre parenthèses, de tous les éléments et les facteurs extérieurs. Alors, on parlait des domaines, mais est-ce que vous avez des partenaires principaux avec la mission locale ou pas ? Bien sûr, nous avons un tissu d'entreprises, de commerçants à qui nous avons des très belles expériences. Ils nous font confiance et on renouvelle à nous leurs offres. Nous avons également de plus ou moins de manière institutionnelle ce qu'on appelle les grands comptes. Donc, c'est tous les grandes entreprises en France, donc au niveau national, que ce soit les grands groupes de commerce, que ce soit les grands groupes également de travaux. Je cite Veolia, qui on a un très bon partenaire. Zest également, que je salue. Le directeur, voilà, et qui a une politique également de recrutement de jeunesse, qui est prêt vraiment à investir, à faciliter le passage du permis, à les embaucher plus tard. Nous avons bien sûr également la SNCF, la Poste, tous les grands groupes classiques. Et nous avons un partenariat également particulier avec Carrefour, notamment Carrefour City à Menton, où dès que l'entreprise, on sait qu'elle va s'installer, comme Carrefour, GFI, etc., à travers le grand compte, on prend contact avant même l'installation de l'entreprise pour leur proposer des jeunes, pour l'inventaire, le travail à la mise en place. Et on propose souvent, d'ailleurs toujours je recommande, avant la conclusion d'un contrat, qu'il y ait une période d'une semaine de stage, de découverte. Ça permet que le jeune voie l'environnement dans lequel il va opérer et que le patron peut également mesurer le jeune. Donc c'est un stage pré-embauche et souvent ça nous donne des résultats très positifs et ça nous évite surtout la rupture, l'abandon et les difficultés. Voilà. Tu vois, il y a des ans, donc on a des petits messages qui tombent sur le live Facebook, c'est ça qui est bien sur le fil de l'actualité. Il y a une enseignante qui dit « Merci à la mission locale car lorsqu'on échoue en tant qu'enseignant orienté un élève pour tout un tas de raisons, on est heureux qu'il nous sauve. » Voilà, donc tu vois, il y a quelqu'un qui écoute et qui regarde. Et d'ailleurs, on a même Abiba Paya qui regarde, on lui fait un petit clin d'œil. Ah bah écoutez, on lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour. On a parlé d'elle il n'y a pas longtemps. L'éducation nationale, c'est un partenaire, il devient de plus en plus un grand partenaire. On travaille avec les différents lycées de notre secteur, les collèges également. Et on est en partenariat avec le CIO, donc c'est un partenariat officiel, c'est un dispositif régional, dans la plateforme PACD. Alors c'est une plateforme d'appui de décrochage scolaire, dans lequel, dès qu'il y a un décrocheur interne, donc c'est-à-dire le jeune, il est encore en établissement, mais il sait plus ou moins qu'il va arrêter, ou un décrochage externe, il y a une plateforme qui s'appelle Rio. On a beaucoup de logiciels. Il y a une plateforme qui s'appelle Rio, dans laquelle les enseignants, les chefs d'établissement renseignent et mettent le nom du jeune. Et nous, avec les CIO, on copilote, donc on récupère ce jeune-là, et on lui propose, en tout cas, ce qu'on peut lui proposer comme offre, que ce soit en formation ou en emploi. Et ça permet de réduire la période des œuvrements. Ça permet de réduire que le jeune il sort dans une scolarité, supposons à 16 ans, 17 ans, qui va rester 2-3 ans, parce qu'on a vu que souvent ils reviennent nous voir à 19 ans, 20 ans. Et il y a déjà 2-3 ans où le jeune n'a rien fait, donc il perd les connaissances scolaires, les connaissances de base, parfois juste tout le simple réveil. Et donc on essaie vraiment de réduire cette période-là le plus court possible et qu'on prend en charge le jeune. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, et là c'est plus régional, c'est au niveau national, si vous avez entendu parler de l'obligation de la formation. Donc c'est une loi qui a été au mois de juillet, dans laquelle les jeunes maintenant, qui est de 16 ans, l'obligation donc elle est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais de 16 à 18 ans, ils ne doivent pas rester également sans rien faire. Et les missions locales, ils sont mandatés, on est en cours de travail avec l'éducation nationale là-dessus, de récupérer ces jeunes-là, et jusqu'à 18 ans, on doit leur proposer une formation, un emploi. Et donc, il y a une obligation dans l'accompagnement, ça change un peu. Donc, des jeunes qui seront obligés de venir nous voir et on doit travailler avec eux leur projet professionnel. Et bien fait, ça peut aller même à des sanctions si le jeune n'adhère pas à ce projet-là. Donc, il y a une obligation. Donc, je vais t'avoir. C'est une loi qui est très intéressante, mais ça nous demande un travail supplémentaire. Vous avez vu qu'avec Ziad, on sent que c'est l'enseignant et qu'il a ce côté-là. C'est vraiment pédagogue des notes, même. En fin de compte, vous avez vu, vous nous écoutez. Pour tous ceux qui nous écoutent depuis 16 heures, on découvre Ziad Essi, directeur de la mission locale 06. On a abordé donc le personnage et maintenant toute sa mission. Et vous avez bien compris, vous avez vu que c'est un enseignant né. Hein. Il a ce truc de grand pédagogue de développer. Voilà, tu sais qu'à un moment donné, je suis là à boire tes paroles parce que tellement tu m'expliques les choses. Je me dis, mais celui qui comprend pas en face, il a rien compris. Donc, oui, vas-y, une question, puis après on va arriver sur la partie partenariat. Il n'y a pas que les élèves ou les jeunes qui peuvent vous démarcher, les écoles, les collèges et lycées peuvent vous démarcher. Du coup, si, bien sûr, on est en contact avec eux à niveau institutionnel, donc comme j'explique, mais également, il faut le signaler à niveau personnel et des enseignants de leur propre démarche, eux-mêmes, au-delà de leur temps de travail, qui viennent nous voir, qui ramènent un jeune ou un élève.
Et c'est pour ça que j'ai dit vraiment, on découvre la réalité et la difficulté de l'insertion, mais on découvre également la beauté de certaines personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie pour apporter aux autres. Et ça, c'est très positif. Tu es félicité d'ailleurs. Je reçois un petit message de Habiba qui marque bravo à Ziad, à toute son équipe pour le travail accompli. Donc, comme quoi, on est parfait de partenariat avec voilà. Elle. Donc, j'ai expliqué. Donc, on va arriver. On va parler de partenariat et on a expliqué donc la mission locale 06 qui est donc partenaire avec la ville de Menton, avec le pôle emploi. Donc vraiment localement, je parlais pour Menton, le pôle emploi avec et Menton Initiative Menton Riviera. Donc avec tous des personnages qui sont là pour épauler. Et c'est vraiment un gros partenariat. On disait donc tout à l'heure aussi l'État qui est derrière et qui suit avec régulièrement avec des points avec la députée Alexandra Vallée-Tardisson qui régulièrement fait des conférences avec toi en visio ou se déplace parce qu'elle a tendance à être pas mal sur le terrain. Donc je sais qu'elle vient régulièrement te voir pour faire le point et être présent. Et donc je disais, tu parlais de partenariat, effectivement, énormément de partenariats. Et puis nous, on a décidé aussi, comme on s'est contacté, d'apporter notre petite pierre à l'édifice, petite radio locale. Alors j'ai toujours tendance à dire petite radio locale. Alors il y en a beaucoup qui me disent arrête de dire petit. Oui, mais pour l'instant on est petit. Alors on espère devenir grand comme tout le monde, mais on est pour l'instant on est petit. Et donc nous, on a décidé, on va un petit peu en discuter. On a décidé donc d'apporter notre pierre à l'édifice de notre manière, le mieux qu'on peut. Et on a décidé donc mensuellement de proposer une émission d'1 heure avec la mission. Ça va s'appeler Prêt à l'emploi. Ça sera une émission d'1 heure retransmise donc bien sûr comme aujourd'hui sur le web, sur l'AFM, le 96.6 et en direct Facebook où on sélectionnera entre 2 et 3 jeunes qui seront sélectionnés par la mission locale. Ils seront accompagnés donc d'un responsable de l'agence et d'un parrain, de leur parrain. Et en fin de compte, ils viendront présenter leur candidature. Alors, ça sera pas, ils viendront en fin de compte discuter autour de la table et on essaiera de cerner le personnage, leur candidature. Ils viendront un petit peu, entre guillemets, se vendre et donc essayer de décrocher un emploi, une embauche. Alors, il y aura les deux types de jeunes. Il y aura les jeunes qui ont réussi, qui ont pu insérer. Il y aura qu'ils interviennent pour montrer en quelque sorte, sous forme d'exemplarité, que ça marche. Leur parcours. Et d'autres également qui souhaitent en quelque sorte être sur le marché du travail. Ça peut être une opportunité et je te remercie d'ailleurs pour ça. Voilà, donc c'est un concept qu'on a mis en place et qui devrait démarrer au mois de mars. Alors je dis bien qu'il devrait puisque on va être tenu par le en tout cas on décalera la date au cas où on s'organisera avec la mission locale puisque là il va falloir sélectionner les 1, 2 ou 3 candidats, les parrains, trouver tout le monde autour de la table. On va mettre tout le monde. Vous savez qu'ici on a un grand studio donc on peut mettre 6 personnes autour de la table. Donc il y a vraiment la place et on va essayer donc à notre petit niveau de trouver d'aider les jeunes et de trouver que les gens nous écoutent et de dire tiens ce jeune j'ai envie de l'avoir chez moi, il me plaît de la manière de parler, voilà ça sera entre guillemets comment c'est qu'on dit quand on va un entretien d'embauche, c'est presque un speed dating, ça ne sera pas un entretien d'embauche, mais en fin de compte, derrière un micro, puis peut-être ça donnera la vocation à un jeune de venir faire de la radio. En plus. D'ailleurs, on a vu plusieurs jeunes de la mission locale qui ont pris, ils ont fait de la radio, ils ont continué. Alors nous, on s'est proposé, pareil, moi je me suis proposé à venir, comme tu m'avais dit, faire une conférence à un moment donné et expliquer les métiers de la radio et expliquer, peut-être donner aux jeunes envie. En tout cas, la radio, moi tu le sais aussi, elle est ouverte aux jeunes. Donc c'est-à-dire que si un jeune de la mission locale veut venir faire un stage, malheureusement chez nous, pour l'instant, c'est du bénévolat. Mais en tout cas, venir toucher au monde de la radio, discuter et parler dans un micro et toucher à ce qu'est la radio, la porte est grande ouverte. Tu le sais. En tout cas, on est là pour ça. Voilà, donc c'est super cool. J'en suis ravi. Venez. Voilà. Écoutez, autour de la table, on a un jeune en recherche d'emploi. D'ailleurs, dans les mission locale, d'ailleurs, oui. Voilà, mission locale. Voilà. Vous en parlerez tout à l'heure hors antenne. Mission locale et donc un jeune et 2 stagiaires de l'école de journalisme de Nice. Voilà. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Et demain samedi, on retrouvera les jeunes de Sciences Po Menton. En tout cas, on sent l'énergie. Voilà. Ça fait plaisir. Écoute, moi je suis plus tout jeune, mais quand je suis même un petit peu fatigué en ce moment, on va dire, mais bon, quand je les ai autour de la table, je sens mon énergie qui revient. C'est vrai que ça souligne quand même parce que tu vas dans les écoles, tu permets de donner un contact à la radio à différents publics et c'est super, je trouve. On a gardé ce côté pédagogique de la radio et on le propose à la mission locale. C'est très important. Opportunité, chance, les jeunes peuvent venir faire des choses ici, nous on peut faire des émissions, il y a énormément de choses. Venez RFM. On multiplie vraiment toutes les possibilités pour les jeunes. À un moment, il y avait les CV vidéo, c'est-à-dire on fait des petits liens de 10 secondes à 15 secondes. En fait, le jeune se présente dans son tenue de travail, en train de faire travail, il met le lien dans son CV. On pourra également mettre le lien de l'émission dans son CV, ça peut être un plus. Ça peut être un plus, exactement. Un plus, oui, bien sûr.
Alors, on a parlé partenariat, mais ça, je voulais pas m'étendre sur le partenariat, puisque... Oui, vas-y. Juste dans le cadre de partenariat, et peut-être il faut le signaler, c'est vrai, nous, on a 28 communes, et moi, je suis en contact permanent avec les différents maires et les différents élus de ces communes-là, en tout cas en grande majorité. Et il faut le signaler, au-delà de volets politiques qu'on le met de côté, c'est également des personnes qui ont vraiment cet intérêt-là, ce souhait. Ils se battent également tous les jours pour leurs jeunes, et ça, c'est important de le signaler de manière vraiment amicale à certains d'entre eux. Voilà. Puisque tu viens de le dire, sur les 28 communes, il y a toutes les couleurs politiques. Donc Ziad est obligé de sortir toutes les casquettes pour pouvoir travailler avec tout le monde, faire un équilibre. Voilà, en tout cas. Donc oui, mais mes dernières questions, je ne sais pas si vous en avez encore quelques-unes, les jeunes, mais en tout cas, moi, j'en ai. Donc ça va être une question un peu. As-tu de l'espoir et du doute ou des doutes pour le futur de l'emploi jeune ? Vous avez 4 heures. Alors je signale à nos auditeurs que Ziad n'a eu aucune question à l'avance, c'est vraiment du direct et tout est en direct. Non, effectivement, c'est la question, hein, c'est la question que tout le monde se souhaite avoir, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une certitude globale. Nous avons un potentiel jeune qui est vraiment de qualité, il faut le dire. On travaille nous beaucoup sur la communication pour dire que les jeunes, que ce soit même ceux qui sont déscolarisés ou même des jeunes qui ont leur diplôme, que cette image-là de la jeunesse qui est forcément parfois, hein, et je pèse mes mots parfois, elle est réduite vraiment à des jeunes en difficulté, à des jeunes qui ne peuvent rien apporter, à des jeunes en développement, c'est complètement faux. Il y a un potentiel de jeunes énorme dans notre pays. On a un système d'éducation et d'université qui est de qualité, malgré qu'on entend souvent, on met en avant les choses qui sont négatives, alors qu'on a un bon système. Ziad, c'est la positive attitude. Voilà. C'est ça. Mais ce potentiel-là, il faut savoir en quelque sorte le gérer avec une politique, comme je disais, je vous assure, elle n'est pas compliquée à mettre en place, une politique simple, une politique de jeunesse globale, une politique de prise en charge globale, et peut-être de simplifier certains dispositifs, de simplifier certains éléments et aller directement au contact et libérer cette jeunesse. Si je peux te dire. Le potentiel de cette jeunesse. Oui, donc malheureusement, pour faire tout ce que tu dis, il faut de l'argent, il faut des finances. Elles y sont. La finance, elles y sont. Une meilleure cohérence, une meilleure organisation et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc tu t'attaches vraiment à mettre ça en place, une meilleure cohérence. En tout cas, c'est vraiment le message que tu passes. À notre petit niveau, on essaye. Parfois on arrive, parfois on n'arrive pas. C'est le message que tu passes depuis le début, j'ai vu. Ça fait un petit moment que je le suis parce que vraiment j'y pense, je vois tous les jours comment ça se passe. Les territoires difficiles, j'en ai travaillé et j'ai été et je vois également d'un côté il y a un potentiel, mais ce potentiel-là il peut être utilisé vers le négatif, hein, il peut être tiré vers un certain tenté par certains trafics, tenté par certaines peut-être idées radicales, mais ce potentiel et cette intelligence peut être aussi positif. Et on voit d'autres expériences dans certains territoires où il y a des entreprises qui sont réussies. C'est ces éléments-là, le mettre en avant. Moi, je vois, et peut-être j'ajoute encore une casquette, ça va te surprendre, je suis également auditeur. J'avais oublié ça. J'ai été nommé par Edouard Philippe en tant qu'auditeur à l'IHEDN, l'Institut de haute étude de la défense nationale, et à qui j'ai eu l'agréable surprise de découvrir le monde militaire sur une vision différente. C'est une vision certes qui est plus de réflexion stratégique, mais également une vision où il y a une mixité, il y a un savoir, il y a une image dans laquelle peut-être de l'extérieur on ne le connaît pas. Et je ne parle pas de modèle militaire dans sa rigueur militaire, mais je parle de modèle militaire dans sa rigueur globalement de diversité et de pouvoir gérer l'ensemble avec d'ailleurs peu de moyens. Et c'est vrai, on peut faire beaucoup de choses du moyen de cohérence. Il y a la volonté politique. Il y a la volonté de local et surtout le développement local comme tu le fais avec tes émissions, comme certains, le développement local, en tout cas le DSL, le développement social local est très très important. Donc pour répondre à ta question, je fais un grand détour. L'espoir il est bien sûr, l'espoir il est, mais il faut mettre aux moyens et comme je dis, hein, je le répète souvent, il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde où on n'est pas le seul, c'est-à-dire il y a d'autres pays, d'autres dispositifs, d'autres compétitivités et quand j'ai fait la clin d'œil pour libérer la potentielle jeunesse, c'est de libérer la potentielle jeunesse du point de vue création, entreprise, charge, etc. Et que le débat soit un débat vrai, comme on dit, et juste. Et ce n'est pas forcément des débats idéologiques parce qu'on a besoin d'abord de stabilité, on a besoin d'abord d'emploi pour chacun d'entre nous, pour nos générations. On a besoin également de création de richesse. Si on veut éponger toutes les dettes qu'on est en train de créer aujourd'hui, on a besoin de création, on a besoin de cotisation qui soit logique. Et c'est tous ces éléments-là, ça nous permet, la France, de toute façon, dans toute son histoire,
Notre pays a montré sa force de savoir revenir et être là. Là, peut-être on a perdu quelques places dans la course au niveau international, mais il y a la force dans ce pays-là, mais incroyable de revenir. Donc je suis positif attitude. On va clôturer avec. Est-ce que vous voulez être président de la République? Alors c'est marrant parce que je sais pas, il doit avoir une interconnexion avec moi parce que du coup j'allais dire avec toutes les casquettes que tu as eues, est-ce que on va pratiquement terminer là-dessus. Est-ce que tu as une petite ambition politique ou pas? Parce que je te verrais bien en politique. Je sais pas pourquoi. Quand je dis que je ne fais pas de politique, ça fait sourire certains, mais on fait tous d'une manière ou d'autre de la politique dans ce qu'on fait. Et c'est vrai, c'est une réflexion et on va dire, on laissera les portes ouvertes et si je peux apporter dans ce domaine-là. Là, vous avez compris le message final. Ça, c'est bon. Compris. Des belles ambitions. En tout cas, moi, on a fait pratiquement le tour de tout ce qu'on voulait faire, mais bon, on se reverra et bien sûr, vous savez que mensuellement, on va retrouver l'émission avec la mission locale. Donc, on aura encore beaucoup de choses à dire sur la mission locale et mieux comprendre le fonctionnement de la mission locale parce qu'on a essayé, donc pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui ou qui nous réécouteront, je vous rappelle que cette émission va être donc restée sur le live Facebook et dès ce soir, elle sera partagée sur le site de la radio et vous pourrez donc la réécouter et la partager encore un maximum et découvrir donc Monsieur Zied Essid, directeur de la mission locale S06, découvrir le personnage. Vous allez comprendre que c'est un passionné et surtout, on va terminer là-dessus, c'est positive attitude. Voilà. C'est la positive attitude. Moi, je me dis aussi, il y croit. Si la mission locale n'existait pas, c'est là que ce serait vraiment compliqué. On pourrait constater le manque en fait. Donc merci. Pour et puis bon, on a mis Zied en avant aujourd'hui, mais on rappelle quand même que Zied n'est pas tout seul. Il a une sacrée équipe. Et je salue cette équipe-là. Franchement, ils font des efforts, ils sont là, ils sont présents. Ils calculent pas leur temps, leurs heures, ils sont là. On est présentiel, voilà. On n'en a pas parlé que beaucoup de l'équipe, mais il faut quand même bien noter qu'il y a une équipe de jeunes entourée d'anciens, une équipe qui est solide, qui est là depuis très longtemps, qui connaît son métier, qui apporte le maximum aux jeunes. Et voilà, donc la mission locale et 06, vous avez pu comprendre, elle est là, elle est présente, elle est accompagnée donc vraiment de tous les acteurs locaux, comme j'ai dit, la ville de Menton, le pôle emploi, Menton, Initiative Menton Riviera, tous les partenaires professionnels sont là aussi derrière. Donc les jeunes, si vous avez un doute, écoutez bien ce que je suis en train de dire, ou ceux qui l'écouteront après, vous avez un doute, vous savez pas comment chercher de l'emploi, vous savez pas comment faire, vous vous dirigez mission locale S06, c'est dans la vallée du Borigo, c'est l'avenue Czernuski exactement, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est facile. Voilà, il y avait une radio là juste à côté. D'ailleurs, il y avait quelques années, il y avait Énergie qui avait les locaux juste à côté. Voilà, donc vous allez à la mission locale 06. Vous avez entre 16 et 25 ans. On résume. Vous avez la mission locale. Vous allez être pris en main de A à Z et ils vont être derrière vous. Il faut juste une chose se rappeler. Il faut être motivé. Parce que si vous n'êtes pas motivé, ça sert à rien. Zied, le mot de la fin. Écoutez, moi, je te remercie dans cette ambiance. Moi, je n'avais même pas vu que c'était la fin. C'était 7h01. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes, en tout cas, dans une belle énergie, belle question. Et voilà, en tout cas, je suis ravi d'aujourd'hui, de ce partenariat. Et plus qu'on communique pour l'emploi, pour la jeunesse, plus que ça apportera. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Merci à vous. On sera là pour. Merci, mon équipe, de m'accompagner, comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve demain matin, de 10h à 11h, avec encore des jeunes. Avec Sciences Po Menton, voilà, partenariat avec Sciences Po Menton maintenant, où ils vont nous parler solidarité nationale et internationale, et on parlera d'ailleurs de migrants et de jeunesse et de plein de choses aussi, malheureusement côté solidaire. Voilà. Merci Zied d'avoir été avec nous, vraiment heureux de t'avoir reçu, et puis je vous ai dit, posez-vous bien la question, il dort quand? Dormez-vous parfois. Allez, c'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée, bye bye, et puis je vous dis, on se retrouve demain matin en direct à partir de 10h, bye bye à tous, merci, ciao. Radio Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.